Bonjour et bienvenue à tous. J'avais toujours cette petite peur en moi que nos présidents, d'une manière ou d'une autre, risquent de se retrouver confrontés à des difficultés. Pas des difficultés de gestion, pas des difficultés pour gérer nos États. Non. J'ai écouté hier, pendant près de 2 heures de temps, quand je travaillais. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. J'ai pas regardé l'émission, mais je ne faisais qu'écouter. Pendant que je travaillais, j'étais très occupé à écouter. Un ancien du renseignement français qui a dit ouvertement, je ne sais plus c'était quelle chaîne de télévision, il dit le renseignement français est le renseignement le plus nul dans la communauté de renseignement. Il dit la France est dernière. C'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur qui l'a dit. La France est derrière. La France est dernière. Elle ne dévance pas les autres dans le domaine du renseignement. Et il a dit le meilleur service de renseignement, c'est la Chine. Beaucoup parmi vous, vous croyez que c'est les États-Unis. Il dit non, le meilleur service de renseignement, c'est la Chine et puis la Russie, qui nous battent de loin. Ils ont des choses que nous n'avons même pas à la date d'aujourd'hui. Il dit le meilleur service de renseignement dans le monde pour le moment, c'est la Chine. Ils sont suivis par les Russes et puis après c'est qui? C'est le Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien. Après le Mossad, il y a le M6, et puis il y a les Allemands. Vous connaissez la suite. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a une menace? J'ai dit au général Etiani, il est temps que les Américains quittent le Niger. Je vous ai dit que le Niger était le pion essentiel, le maillon essentiel pour déstabiliser tout le Sahel. Le Niger était l'élément clé de toute la géostratégie des États-Unis et de la France dans le Sahel. Et quand le régime nigérien est tombé, excusez-moi de temps en temps, je ne suis pas totalement repris, mais au regard du danger, au regard de la situation, je dis il faut que j'échange avec vous. Non, de temps en temps, ne prêtez pas trop attention. Quand je me renifle le nez, ne prêtez pas trop attention à ça. Écoutez, une deuxième fois. Il y a eu un coup d'État au Tchad. Nous n'avons pas vu de levée de bouclier concernant le Tchad. Il y a eu la rectification au Burkina Faso. On n'a pas eu de levée de bouclier au Burkina. Et finalement, il y a eu la rectification, non pas la rectification Safroulaye, il y a eu le coup d'État au Gabon. Alors donc, au Gabon, que s'est-il passé au Gabon? Je vous ai dit, il y a un journal, il y a une presse en ligne, je crois que c'est MQ 224, je crois. Bon, allez-y chercher de MQ 224, quelque chose comme ça. À qui je dis infiniment merci avec le jeune conscient, à qui aussi je dis infiniment merci, qui reprennent de façon magistrale le travail extraordinaire que je fais. Et je leur dis infiniment merci.
Vous savez, la photo que nous avons présentée, une des raisons pour lesquelles les présidents, les 3 présidents Vataguer ne se sont pas présentés au Niger, beaucoup de gens vont vous donner des spéculations, c'est leur droit. Mais une des raisons, ils se sont sentis offusqués et trahis, insultés et humiliés par Macron à travers cette photo. Donc, de quelle démocratie vont-ils parler s'ils vont à Abuja? De quoi vont-ils parler? La photo les a scellés. Mais cette photo a circulé. Il y a bien longtemps que la photo a circulé. Et ils avaient donné leur accord pour participer. Mais qu'est-ce qui a changé? Il a fallu que votre serviteur sorte, comme il sait bien le faire. Et mon intervention sur la photo du... Ben vous savez que Clotaire, le vendeur de drogue, il était en train de tout casser dans son palais. Il était très énervé. Mais qui est ce gars-là? De quelle planète il vient? Pourquoi il fait ça? Les gens ne disaient rien. À peine il est sorti, ça a tout mélangé. Macron lui-même, il était tranquille. Mais après la sortie que nous avons faite sur la photo, les présidents se sont dit, oh, on peut ne pas aimer Keïta, mais si on s'amuse à aller là-bas, parler de démocratie, Keïta sera porté en Europe par toute l'Afrique. Donc n'allons pas, c'est mieux. Ils ont décidé de ne pas partir. Merci beaucoup. Donc ils ont décidé. Donc ils ont décidé de ne pas aller. Pour ne pas se faire lyncher verbalement, se faire huer, pour ne pas se faire insulter. Parce que les propos qu'ils allaient tenir, on allait prendre ces propos-là et les mettre à côté de la photo de Macron avec Clotaire. Ça allait créer un séisme dans leur propre pays. Ils ne voulaient pas ça. C'est une des raisons pour laquelle, je ne dis pas c'est la seule raison, mais c'est une des raisons pour laquelle ils ne sont pas partis. Et je pourrais même dire que c'est la raison principale pour laquelle ils ne sont pas allés. La photo, beaucoup de gens ont parlé. Mais prendre la photo, montrer au monde et faire une analyse de chaque président, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait avec plaisir, avec enthousiasme, parce que c'est ça. Et ça a interpellé. Alors, Chris Yapi dit, les États-Unis, c'est pourquoi je demande au général de bien demander, puisqu'il y a une nouvelle ambassadrice maintenant, que le Niger demande à l'ambassadrice des États-Unis quel est le rôle de la base de drones qu'ils avaient avec Bazoum. Parce que lui, le général, il ne comprend pas à quoi. Il faut qu'on lui explique. Parce que le général doit faire attention. Il doit faire très attention. En maintenant la base militaire américaine dans le Liptako-Gourmand, le général risque de mettre en péril soit sa propre vie ou la vie de l'un des deux. C'est ce que Chris Yapi a fait une enquête. Mais je vous ai toujours dit, je ne suis pas enquêteur. Quand Chris Yapi fait une enquête, il est de mon devoir d'analyser l'enquête de Chris Yapi. Nous analysons, on décrypte. Je ne fais pas d'enquête. Souvent, les gens me disent à ce sujet, je ne suis pas journaliste enquêteur. Je suis analyste politique. Donc, vous allez écouter. Cette base américaine au Niger est une menace pour la sécurité nationale de l'Iptako-Gourmand. Les Américains essaient de nous amadouer en envoyant une ambassadrice au Niger. Ils veulent montrer leur bonne foi, leurs bonnes intentions pour dire qu'ils veulent travailler avec nous. Mais en réalité, ils veulent qu'on les laisse avoir le champ libre pour opérer.
Chris Yapi a pris l'exemple de Prigojine. Avant de faire passer la bande de Chris Yapi, vous avez écouté le ministre du Burkina Faso, j'oublie son nom, qui a fait des révélations sur l'attaque de Djibo. J'ai 2 révélations de taille. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il a dit, ce sont des Burkinabés qui ont aidé les terroristes, ces 3000 terroristes, à pouvoir faire jonction et se diriger vers Djibo. Ils ont échoué. Qui a donné l'itinéraire, la position du bateau Tombouctou aux terroristes au point de lancer une roquette juste là où se trouve le réservoir et le moteur? Ce sont des Maliens. Qui a attaqué nos forces de défense qui venaient en renfort? Qui a piégé? Qui a donné l'itinéraire de ce renfort? Ce sont des Maliens. Je vous en prie, j'ai dit que Chris Yapi est un enquêteur, Cheikh Oumar Keïta est un analyste. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais m'en vanter un tout petit peu. Personne au monde ne vous dira ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'ai la facilité de rapprocher les événements et de créer ce qu'on appelle le fact, c'est-à-dire les faits irréfutables. Djibo, le bateau de Tombouctou. Que cela vous dise quelque chose. On a tendu un piège au renfort des femmes. Le temps de bombarder suffisamment le bateau Tombouctou. Mais personne ne pouvait le faire si ce n'était pas des Maliens. Puisque la France n'avait plus le contrôle de notre espace aérien. La France n'était plus dans notre espace aérien. Alors que pour mener des opérations terrestres réussies, il faut forcément des hommes sur le terrain pour donner des informations. Ces hommes-là, c'était qui? À l'époque, j'ai demandé au président Goïta de faire une enquête. Ils ont dit que des enquêtes sont ouvertes. On attend toujours les résultats de ces enquêtes. Ce sont des Maliens qui ont vendu la vie de nos femmes. Ce sont des Maliens qui ont vendu la vie des citoyens maliens civils dans le bateau Tombouctou. À cause des billettes trébuchantes que la France leur a proposées à l'époque. Troisième élément, on a tenté de liquider Assimi Goïta en pleine prière quand il a pris le pouvoir dans une mosquée. Quelqu'un a surgi avec un couteau. Heureusement qu'autour de lui, il y avait un bouclier de protection. C'est le bouclier de protection. Au moment où il est venu, Assimi, comme c'est un ancien, c'est un élément, pas un ancien, comme c'est un élément de force spéciale, le temps d'attraper, passer le couteau, Assimi avait déjà fait ça. Il y a le réflexe qui est là. Assimi avait déjà fait ça. Donc, le gars n'a pas pu toucher Assimi. Automatiquement, il a été neutralisé. C'est un élément de force spéciale quand même. C'est le truc qu'il maîtrise. Donc, on a tenté d'assassiner Assimi Goïta. Et au Mali, chaque fois que nos femmes sortaient, il y avait des informations qui fuitaient. Puisque la France n'était plus là. Donc, la France avait pu soudoyer. Elle ne l'a pas caché. Elle a dit, on a des hommes qui travaillent sur le terrain. Waouh! Avant d'écouter ça, vous devez réfléchir à tout ce... Je vous mets d'abord la puce à l'oreille avant de vous permettre d'écouter ce que Chris Yapi a à nous dire. Cela vous permettra de mieux appréhender, de mieux apprécier ce que Chris Yapi dit. Parce que si je fais passer comme ça, vous allez dire, on a déjà écouté. Non, Keïta vous donne le cube magie qui va vous permettre de bien déguster ce que Chris Yapi dit. On est passé par tous les moyens pour essayer de liquider nos présidents. Je vous dis par tous les moyens. On est passé par tous les moyens, je le répète, pour tenter de liquider nos présidents. Assimi Goïta, la première fois, on a tenté de l'égorger dans une mosquée.
Et chaque fois que les FAMA sortaient pour venir en renfort par rapport à une attaque, le renfort était attaqué en cours de route. Parce que des ennemis internes participaient. J'avais promis de vous faire écouter le discours du capitaine Traoré où il disait que désormais c'est fini. Ni Alassane Ouattara, ni Macky Sall, ni Patrice Talon ne mettront plus jamais les pieds au Burkina tant qu'il est président. Mais ce discours-là va attendre un peu parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Si possible, le discours du capitaine même se retrouve dans l'enquête de Chris Yapi. C'est pas de façon volontaire, mais quand vous analysez, vous trouvez tout de suite quelque chose qui se rapproche par rapport au discours du capitaine. Alors que c'est deux choses qui ne sont pas liées. Donc ça, c'est d'abord au niveau des FAMA. Excusez-moi. L'arrêt est un peu bouché, mais on va continuer. Ça, c'est au niveau des FAMA. Venons maintenant au niveau des VDP et des FDS. Ils achètent des armes jusqu'à la date d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que des aéronefs achetés par le Burkina, on refuse de délivrer les licences de ces aéronefs? Est-ce que vous savez que le Burkina a acheté des armes à la date d'aujourd'hui? On refuse, je n'ai pas dit des armes achetées par Christian Kaboré ou bien par Paul Harry. J'ai dit non, des armes achetées par Ibrahim qu'on refuse à la date d'aujourd'hui de livrer au Burkina Faso. Parce qu'ils avaient commis l'erreur d'aller vers des partenaires qui n'étaient pas crédibles. Ça, c'était avant que le Mali les amène chez la Russie. À la date d'aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple de Burkina Faso, il a dit dans son message, il va vous demander de redoubler d'efforts. Je viens amplifier le message du président, redoubler d'efforts, parce qu'il y a des investissements qui ont été faits. Et le néocolonialisme et l'impérialisme, ils ont bloqué. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des aéronefs. Vous savez, ça coûte excessivement cher. On refuse aujourd'hui de donner des hélicoptères de combat au Burkina. Ça, c'était avant que le Burkina n'aille vers la Russie. Donc, les premières armes qu'ils ont achetées quand le capitaine est venu au pouvoir, ces armes-là ont été bloquées. Ces armes, tout est fini, mais on refuse de donner la licence. Alors qu'il se trouve que quand vous construisez beaucoup de pays participent, par exemple, à la mise en place d'un avion. Vous allez trouver qu'il y a quelqu'un qui va donner le moteur quelque part. Vous allez trouver qu'il y a quelqu'un qui va donner un autre système de communication. Donc, quand vous construisez votre avion, vous allez trouver qu'il y a 2 ou 3 pays qui interviennent. Mais en général, c'est les Américains qui donnent toujours l'aval. Comme ils l'ont fait avec le Mali, ils ont fait aussi avec le Burkina. Ils ont refusé de donner la licence. Mais le Burkina s'est orienté vers la Russie et le Burkina ne connaît plus ce problème-là. C'était bon à le savoir parce que beaucoup de Burkinabés ne le savent pas. C'est bon de savoir que des armes, Bassolé l'a dit une fois, il n'y a pas Bassolé, le ministre burkinabé de retour je crois après son intervention à New York, il avait rencontré la communauté burkinabé, il leur a expliqué que des armes, que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des armes de Burkina qui sont bloquées. Et le capitaine l'a répété le 10, le dimanche, il a répété qu'effectivement, il y a des armes qui sont bloquées. Et c'est vrai, des armes sont bloquées à la date d'aujourd'hui. Mais c'est pas un problème. Donc, Djibo devient un échec. Djibo devient un échec. Tombouctou, un échec. Kidal, un échec. Bassolma, merci beaucoup, Bassolma, merci beaucoup, Bassolma. Donc, le capitaine réussit à mettre en place. Vous savez que le capitaine Traoré, pour la Burkinabé, je vous donne, vous entendez, mais vous ne faites pas attention. Aujourd'hui, le monde occidental appelle le capitaine Traoré le visionnaire. Donc, Chris Yapi dit dans son enquête
il n'a pas encore donné le nom du président qu'on veut exécuter dans le Leptako Gourma. Mais moi, je peux mettre ma main au feu pour dire que c'est le capitaine Traoré. Et quand j'ai vu la CEDEAO, je vais vous expliquer pourquoi c'est le capitaine. Regardez la CEDEAO, l'UMOA a envoyé le gouverneur de la BCEAO au Burkina. La France envoie son chargé des affaires au Burkina. La CEDEAO décide de donner 3 millions de dollars au Burkina. Et il y a bien d'autres propositions qu'ils sont en train de faire. Mais le discours du capitaine Traoré a laissé tout le monde, a répondu, vous avez bien compris quand je vous ai dit que si vous avez écouté le discours du capitaine Traoré, vous devez vous dire que c'est pas vrai. Et Pouta Keïta avait dit ça. C'est pourquoi je vous conseille d'aller bien écouter le discours du capitaine Traoré. Il a répondu à toutes mes inquiétudes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.